Relancer. C'est parti. Donc, merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui sont absents mais qui vont réécouter le replay de ce webinaire et bienvenue dans ce moment qui se veut de réflexion, d'inspiration et aussi de découverte pour certains ou d'approfondissement pour d'autres de ce qu'est Vianéo. Donc, le sujet de notre webinaire est justement sur ce sujet vraiment d'inspiration, comment dénicher des pépites à Vivatech. Alors, on l'a choisi bien évidemment parce que c'est d'actualité, que dans 3 semaines aura lieu Vivatech à Paris, du 14 au 17 juin, et Vianéo sera présent. Et en fait, on s'est appliqué à nous-mêmes cette question en disant… Le son, il ne marche pas, madame. Oui, si vous pouvez mettre sur mute. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Et donc, on s'est appliqué, on s'est dit, on s'est appliqué à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va être présent et en même temps, on a un vrai sujet de se dire comment on s'inspire et comment on déniche des pépites. Alors, bien évidemment, ce qu'on va vous présenter s'applique aussi à tout lieu d'inspiration. Et donc, là, on a un cas concret avec Vivatech et surtout, on a la chance d'avoir avec nous Lydia Babassi-Victor qui vraiment a accepté et s'est rendue disponible pour passer ce temps avec nous. Et Lydia, je vais laisser se présenter, mais en petite introduction, a pu expérimenter vraiment de manière très, on va dire, impliquée l'enjeu de Vivatech en étant pendant 4 ans en étant exposante en tant que directrice de l'innovation de Vinci Énergie. Et donc, Lydia nous partagera son expérience et surtout, c'est des bonnes pratiques sur le avant, pendant et après, puisque l'enjeu est aussi, et qu'est-ce qu'on en fait? Pascaline est avec nous, ma chère collègue qui sait plus sur les sujets de service, de directrice des services et de la formation Vianéo, et prendra ensuite le relais après Lydia sur le sujet de justement, et déjà comment s'inspirer comme il faut et qu'est-ce qu'on en fait ensuite avec l'appui de la méthodologie Vianéo. Sans plus attendre, voilà l'agenda, je viens d'en parler. Donc moi, je vais présenter pendant quelques petites minutes en introduction ce sujet en fait, pourquoi s'inspirer et en particulier, qu'est-ce que cette histoire de technologie, de rupture et quelles conséquences pour une organisation. Donc là, une vision plutôt macro de l'enjeu de l'innovation pour une entreprise. Et donc, comme je disais, je laisserai la main ensuite à Lydia sur, de manière très concrète, comment le faire. Et enfin, Pascaline sera sur ce sujet du passage de l'inspiration au projet à valeur ajoutée. Alors, ce sujet donc n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires dans le chat si vous voulez, vos questions. Comme ça, on pourra prendre de l'avance sur les réponses. Petite introduction, donc pas trop longue, mais quand même qui, à mon sens, est assez intéressante, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que ce sujet de la technologie et du fait qu'il faut s'inspirer de ce qui est en train de se passer, et en particulier de ce qui est en train de se passer auprès des startups, puisqu'en général, c'est elles qui nous montrent le là de ce qui va se passer et des prochaines vagues. C'est elles qui prennent de l'avance. Alors, pour bien comprendre que c'est un sujet on ne peut plus d'actualité, regardons rapidement en fait toutes ces vagues d'innovation qui ont créé de la rupture, qui ont créé des grandes transformations dans le cœur d'activité des entreprises. Et si on regarde les dates, on voit bien que c'est tous les 5 ans quasiment qu'il y a ces phénomènes disruptifs qui se produisent. Je ne sais pas si ça va s'accélérer, mais en tout cas, c'est une réalité et qui ont imposé des grands changements dans l'industrie, dans l'entreprise en général. Donc, je pense que vous n'allez rien découvrir sur le fond, mais c'est intéressant de voir comment une vague succède à l'autre. Et puis, prenons peut-être quelques cas.
notamment la première vague fin du XXe siècle sur le passage du hardware ou du software on-premise installé dans l'entreprise au cloud. Un exemple très, très flagrant sur en quoi ça a bousculé vraiment une industrie, c'est le cas d'IBM, hein, qui du coup a complètement changé de business model et rentré à la fois plus dans du business model de service et dans la distribution de software. Et pour la petite histoire, je déjeunais la semaine dernière avec le fondateur de Dassault Systèmes et qui m'expliquait que s'ils ont pu se lancer à l'époque en créant un software as a service chez Dassault, c'est en grande partie grâce au partenariat qu'ils avaient avec IBM, qui en même temps était en train de changer de business model. Donc, ces vagues sont structurantes, sont, j'ai envie de dire, presque décapantes pour un écosystème global. Et voilà un cas d'école qui en est bien la preuve. Le smartphone, évidemment, ça a complètement changé la donne sur l'accès à l'information, on va dire ici, tout le temps et maintenant. Le passage à Big Data sur oui, mais tout ça laisse des traces, capturons-les, organisons-les et faisons en sorte de pouvoir en analyser des informations jusqu'à ce qu'elles nous drive grâce à l'intégration vraiment dans l'IoT. Et tout l'électronique embarqué intelligent. Et puis aujourd'hui, évidemment, la vague de l'IA qui est en train de nous tomber dessus et qui casse de manière assez radicale, ou en tout cas qui laisse entrevoir vraiment des grosses ruptures dans l'industrie. On pense tout ce qui est légal. Là, récemment, j'entendais l'histoire d'une boîte dans les cours online pour les étudiants qui a tout simplement fermé boutique en 3 mois à cause de ChatGPT, puisqu'en fait, plus aucun étudiant n'allait sur la plateforme. Donc, ces enjeux, ils sont cruciaux et ils sont cruciaux pour toute activité parce qu'en fait, ils changent la façon d'aborder vraiment on va dire le marché et avec une posture bien précise à chaque fois embarquée par ces changements technologiques. Donc, le cloud, bon, là, on était encore sur un sujet de centrage produit. Le passage au smartphone, on est passé sur un centrage vraiment client très fort. Le big data, on s'est intéressé évidemment à toutes ces traces et à ces données. Et aujourd'hui, on s'intéresse fondamentalement à l'information qui intrinsèquement est porteuse de données et surtout vraiment d'exploitation de cette information enfin, à partir de laquelle on peut véritablement apprendre. Donc, ce sujet, en fait, aujourd'hui, ces sujets de transformation, ces sujets d'évolution technologique, aucune entreprise ne peut en faire abstraction. C'est absolument impossible et surtout, elle doit l'intégrer dans son quotidien pour se dire c'est quoi la prochaine étape. Alors, pour illustrer en fait cet enjeu, je vais faire une parenthèse un peu théorique, mais néanmoins qui aide vraiment à comprendre la partie pratique dont je parle. Donc, et pour ça, je vais me baser sur le livre de Geoffrey Moore. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être celui-là, Zone to Win. Pour la petite histoire, il m'a été conseillé par Lydia, ici présente. Elle m'a dit, tu devrais le lire. Mais auparavant, avant d'avoir écrit ce livre, c'était dans les années, c'est vraiment au lancement de Vianéo, en 2008, on va fêter cette année nos 15 ans, j'ai vraiment lu son livre Crossing the Chasm, telle une bible pour comprendre vraiment ce phénomène d'acceptation de l'innovation. Et ce livre-là est très intéressant pour comprendre l'enjeu de l'innovation dans tout type d'organisation. Alors pour ça, il y a ce petit schéma qui résume en fait la problématique. En fait, aujourd'hui, une entreprise est concentrée sur sa zone de performance. La zone de performance, c'est 90, 95, peut-être pour certaines 99%, si ce n'est 100% de l'activité. C'est le cœur d'activité, c'est l'exploitation vraiment de tout ce que fait l'entreprise. Et tout est centré, donc on est vraiment dans du revenu qui provient d'une performance, on va dire, dans l'instant T, et on va soutenir l'innovation, notamment
par une zone de productivité qui en fait représente tout l'espace où tout ce qui est process, management, assets, etc. Et travailler de telle sorte à aider et à soutenir la zone de performance pour être toujours plus au top et, comme son nom l'indique, toujours plus performante. Si on passe côté, donc là, on est vraiment dans l'espace de l'innovation, j'ai envie de dire incrémentale, de l'amélioration continue, mais qui ne va pas forcément créer de la rupture dans le quotidien de l'entreprise. Or, il faut prendre en compte cet espace de rupture, puisque comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas le choix, la techno, les usages, etc., viennent complètement bouleverser cette exploitation. Et pour ça, il faut imaginer qu'on pourra avoir donc cette zone de transformation qui apparaît et qui, en fait, c'est la zone qui va complètement transformer, encore une fois, comme son nom l'indique, la zone de performance, en changeant la donne sur le business model. Et donc, on peut reprendre le cas d'IBM, qui a vraiment changé totalement de business model en comprenant que s'il voulait survivre, il fallait qu'il quitte ce monde du premise et du hardware. Mais pour nourrir ces trois zones et prendre de l'avance, il y a évidemment une quatrième zone, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est la zone d'exploration. C'est la zone qui va avoir un temps plus long, puisque la performance, c'est vraiment à l'instant T. Transformation zone, productivité zone, on va dire, c'est un instant T plus 1, puisqu'on est en train de penser à un avenir, mais idéalement à court terme. La zone d'exploration, c'est la zone des essais. On pourrait en fait, j'ai changé le terme. Jeffrey Moore l'appelle la incubation zone, mais je trouve que c'est trop centré, peut-être dans notre langage français, un peu trop start-up en fait, si on parle d'incubation. Mais ça veut dire la même chose. C'est vraiment cet espace d'exploration. Et de cet espace d'exploration, l'enjeu, c'est de faire naître des projets qui vont pouvoir avoir un avenir différent. Certains vont soutenir la zone de performance à court terme, on est vraiment dans de l'incrémental pur. Certains vont soutenir la zone de productivité, on est toujours dans l'incrémental pour améliorer des process. Certaines, mais j'ai envie de dire une en particulier, parce que Jeffrey Moore insiste bien sur le fait qu'il y en ait une qui va être prise comme vraiment l'enjeu de la zone de transformation pour l'activité de demain. Certaines vont faire naître des essaimages et des créations de spin-off, de start-up, et puis évidemment, certaines seront dans le logo. Mais ce qui nous intéresse, et aujourd'hui, et sur ce sujet de comment détecter des pépites à Vivatech, ou d'une manière générale, comment se mettre dans une posture d'exploration pour l'activité d'aujourd'hui, de l'entreprise, c'est bien cette zone d'exploration sur laquelle on se centre pour faire émerger des projets. Un point important, c'est de se dire que cette zone d'exploration doit absolument être pluguée aux autres. Et ça, moi, je le vois dans la maturité des entreprises aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est plus un sujet. Avant, on était beaucoup dans un sujet d'idéation. Donc, ce n'était pas très bien plugué. Aujourd'hui, on est dans un sujet de création de valeur et de plugage le plus rapidement possible au business unit, au métier, pour en faire des vrais projets à valeur ajoutée. Donc, tout l'enjeu, il est bien là. Je vais m'arrêter sur cette partie un petit peu théorique, mais on voulait vraiment vous partager à travers en tout cas, c'est vraiment de vous partager notre vision de ce sujet et dans quoi Vianeo s'inscrit véritablement et pourquoi c'est si important d'avoir en tête cet espace d'exploration. Et je finirai là-dessus. En fait, ma conviction profonde, c'est que cet espace d'exploration n'est pas un espace dédié, doit être un espace dédié parce que le management est différent, mais n'est pas un espace à part. Il est un espace dans l'organisation complète de l'entreprise. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment encore une fois, de le plugger au mieux aux autres espaces pour se nourrir de toute cette exploration. Et voilà, et l'enjeu, c'est évidemment, grâce à cet espace, de ne pas louper la prochaine vague et ne pas faire évidemment comme Kodak,
l'instant Kodak et de se louper complètement au passage d'une technologie disruptive. Je vais à présent laisser la parole, enfin pas laisser la parole parce qu'on va échanger, donc je la garde un peu d'une certaine manière, à Lydia, et vraiment pour partager ce sujet de… Et maintenant qu'on a pris conscience qu'il fallait le faire, qu'on n'avait pas le choix, le sujet c'est comment le faire et comment se servir d'un événement comme Vivatech pour être vraiment, pour nourrir cet espace d'exploration. Alors, peut-être Lydia, pour commencer, alors je vais arrêter le partage, comme ça on te verra mieux. Lydia, pour commencer, ma question serait déjà de te présenter et ton parcours, parce que je pense que… Je vais aller assez vite parce qu'il a quelques années, donc on va faire rapide là-dessus. Donc, effectivement, je m'appelle Lydia Babas-Victor. Je suis présidente d'un petit cabinet de conseil qui s'appelle Alia Futura, rigoureusement traduit en d'autres futurs. Et Vivatech est évidemment un lieu où tous les futurs sont possibles. En tout cas, c'est à eux qu'il faut réfléchir. Et donc, toute ma carrière, j'ai vécu des disruptions, des transformations que j'ai exercées ou en tout cas que j'ai vécues en les dirigeant. À titre d'exemple, ma première grosse expérience a été d'opérer la mutation de l'activité d'une entreprise dont je suis devenue directrice générale depuis le Minitel vers Internet, dans la fourniture d'informations financières. Donc, très tôt, j'ai été dans la transformation digitale et dans ce que la première vague d'Internet a amené en matière de transformation. Et j'ai vu les gens qui ont raté la vague et ceux qui l'ont prise, bien évidemment, que ce soit des startups à cette époque-là, des grands groupes ou des ETI, des PME. J'ai ensuite continué mon parcours toujours sur des projets assez complexes. J'ai participé à la création de la première galerie virtuelle sur Internet. Donc, start-up, je me suis occupée de la levée de fonds. On vendait des articles de presse, évidemment, comme vous en doutez, même si le modèle économique était clair et on était trop en avance. Et donc, ça a été un échec, mais un échec dont j'ai beaucoup appris. J'ai également fait beaucoup de fusions-acquisitions dans ma carrière. Et puis ensuite, j'ai décidé de créer ma propre boîte pour accompagner des projets assez complexes, dont un qui a orienté la suite de ma carrière, puisque c'était un mouvement stratégique majeur pour le groupe Vinci Park, dont le projet d'entreprise était effectivement d'intégrer déjà une grande partie de digital dans la façon de gérer les parkings et notamment de les opérer à distance, mais également de travailler sur les mobilités futures et les nouvelles offres dans le parking. J'ai notamment enclenché la création de la première application smartphone donnant la disponibilité des places de stationnement en temps réel. Puis, j'ai intégré Vinci Énergie au moment où on avait beaucoup de smart ceci, smart cela. Donc, chez Vinci Park, j'ai été directrice de projet en ayant ma propre boîte. Puis ensuite, j'ai été recrutée. J'ai pris en charge la mise en œuvre en étant patron de l'innovation et de la stratégie de ce projet d'entreprise. Et j'ai en même temps été directrice générale d'une grosse région en Île-de-France chez Vinci Park. Quand je suis arrivée chez Vinci Énergie, il y avait une première vague qui était là, dont tu as parlé tout à l'heure, Séverine, qui était effectivement la smartisation d'un peu à peu près tout, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'était les premières prémices de la transformation digitale et de la manière dont elle impactait ou potentiellement pouvait impacter les différents métiers industriels. Et donc là, je me suis retrouvée face à un groupe qui a 4 grandes activités. Quand je suis arrivée, Vinci Énergie faisait 12 milliards. J'ai eu une feuille blanche pour créer la direction de l'innovation et du développement de l'ensemble du groupe de façon mondiale. Expérience extraordinaire et effectivement, eh bien, ça nécessite de réfléchir à ce qu'est la feuille de route innovation. Vivatech a été un des éléments clés de cette feuille de route dans le cadre de la mise en place d'un système de management d'innovation. Donc moi, mes convictions que je partage pleinement avec Vianeo, parce que Vianeo nous a accompagnés sur bon nombre de sujets, je les en remercie, ça a été de se dire qu'il fallait déjà parler d'autre chose que de l'open innovation. Et moi, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin avec mon mari là-dessus, sur la transformation digitale et sur l'innovation, mais l'innovation en écosystème. Parce qu'il fallait prendre conscience à ce moment-là, nous étions en 2014, compte tenu de la transformation digitale, qu'il n'était pas possible ou plus possible, même si on a une grande culture du secret, d'innover tout seul. Et que donc, il fallait se poser la question de
qui sont les bons partenaires, les bonnes technologies et où je vais aller les trouver pour intégrer ou créer des écosystèmes qui vont me permettre de finalement aller m'engager dans le workflow de l'innovation. Rappelons quand même qu'une innovation, c'est ce que l'on met sur le marché et qu'avant l'innovation, il y a bien un processus qui est celui de la R&D et que les gens qui sont en charge de l'innovation, leur métier, en grande partie, c'est de permettre de passer de la R&D à l'innovation qu'on met sur le marché. Et donc, tout le process qui doit se faire pendant ce temps-là, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. J'ai essayé, je peux dire que j'ai réussi puisqu'il marche encore très bien manifestement, même si je n'y suis plus. Et donc, ça nécessite des transformations majeures parce qu'on va partir d'abord de l'acculturation pour favoriser l'idéation, stimuler l'émergence de projets avec des méthodes précises, en parallèle, détecter les bons écosystèmes dans lesquels on doit être présent pour aller s'y connecter et aller justement chercher les idées et les faire fructifier. Et puis les projets, ensuite, il faut les accélérer avec toute la partie technique, bien entendu, et financière. Quand je parle de partie technique, c'est méthodologie, on parle des méthodes agiles, etc. C'est ça, bien évidemment, mais c'est aussi la formation des collaborateurs en intrapreneuriat ou en relation avec les startups, comment je crée ma relation avec une startup dont l'échelle de temps est très différente par rapport à la mienne, et puis comment tout ça, je l'accélère pour qu'effectivement, j'ai un modèle économique, une capacité de commercialisation et une capacité de faire du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça a été l'occasion de créer à la fois un lieu et un système, une plateforme, et donc c'est ce qui fait qu'effectivement, Vivatech a été au cœur de mon écosystème pour accompagner ça. Alors justement, arrivons, parce que là, tu as déjà montré tout le avant, pendant, après, j'ai envie de dire, avec tout le programme qui soutient ces actions. Et donc, sur cette action précise de Vivatech, ma question, c'est pour qui et pourquoi un grand groupe décide de participer à un tel événement? Alors, envergure internationale et de plus en plus grande envergure. Alors, il y a deux postures qu'il faut distinguer. Il y a la posture du grand groupe qui va être exposant, et je vais aller relativement rapidement dessus parce que s'il y a des gens qui sont exposants, ils ont déjà pas mal travaillé sur le sujet, en tout cas j'espère pour eux, parce que Vivatech, quand on est exposant, ça se prépare au minimum 6 mois à l'avance. Et je vais revenir sur le pourquoi de cela. Et puis, il y a « je suis visiteur à Vivatech ». Donc, et il faut vraiment se préparer sur les deux expériences et les deux parcours parce que ce sont véritablement des parcours sur 3 jours. Sur le business, c'est plutôt sur 2 jours. Ensuite, on peut avoir un sujet de marque employeur, etc. Et donc, aller sur le 3e jour qui est grand public pour voir aussi comment sont reçues ces innovations. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est un sac à dos de très bonnes baskets et de l'eau parce qu'on marche énormément. Voilà, donc ça, c'est des conseils pratiques. Il faut s'hydrater, ça demande beaucoup de concentration. Et ce que je vous conseille aussi systématiquement en termes de préparation, c'est de faire un brief avant le début de votre journée et un débrief à la fin de votre journée. Et puis surtout, essayez de ne pas y aller seul, parce que quand on y va seul, on ne voit pas tout Vivatech, ça n'est juste pas possible. D'accord? Donc, ça, c'est les premiers points. Ensuite, pourquoi il se faut, pour qui? Quand on est un grand groupe exposant, il est bien clair que ce que je vais vous dire, qui est assez générique et qui sert aussi lorsqu'on est, juste un visiteur, c'est qu'on va venir chercher plusieurs choses. L'inspiration, la compréhension et le décodage des tendances Main Street en matière d'innovation technologique et de futures révolutions, ça c'est sûr. Et du coup, de comment celles-ci vont potentiellement impacter la manière dont je fais mon business ou impacter des business futurs. Et vous allez me voir arriver évidemment sur l'innovation. Le deuxième objet, c'est que c'est un objet de veille stratégique au regard du positionnement des exposants qui sont là, qui sont soit des potentiels concurrents, soit des clients, soit des disrupteurs. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que c'est extrêmement intéressant pour nourrir et enrichir les projets que vous allez ensuite faire fructifier après Vivatech. La troisième chose, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir valider une feuille de route stratégique. Donc, c'est pour qui? C'est pour vous, mais c'est aussi pour tous vos opérationnels. Donc, le pour qui est en 2 temps, vous, quand vous le vivez avec ou sans des opérationnels, et puis pour eux ensuite, parce que je vous conseillerais, vous le verrez, on en parlera ensuite, de débriefer de Vivatech en interne. Et puis, effectivement,
quand on est fort de tout ça et de cette feuille de route stratégique, on va détecter des potentiels startups partenaires de votre écosystème innovation. Et puis, pourquoi pas, et ça arrive très souvent, se connecter à des écosystèmes qu'on ne connaît pas et qui sont des potentiels partenaires stratégiques. Parce que sur Vivatech, qui a grandement évolué sur ces dernières années, vous allez trouver bien évidemment des instituts de recherche, des labos, mais aussi des institutionnels, des partenaires privés et bien évidemment également, je vous ai perdu. Voilà, je vous retrouve, des régions et des pays, d'accord? Donc ça, c'est l'essentiel. Quand on est un exposant, pourquoi on prépare 6 mois à l'avance? Parce qu'on a déjà sa feuille de route innovation et ce qu'on va chercher à faire, c'est plusieurs choses. C'est la partager avec un maximum d'opérationnels qu'on va inviter et avec qui on aura travaillé en amont. Parce que comment on travaille en amont de Vivatech quand on est exposant? On travaille avec les collaborateurs d'un côté, avec qui on innove sur des projets d'intrapreneuriat ou sur des projets d'innovation qui sont menés par des business units. Et on travaille avec des startups qui vous sont amenés par la plateforme de Vivatech. Et pour faire ça, qu'est-ce que vous avez fait en amont? Vous avez réfléchi à des challenges que vous proposez aux startups sur la plateforme de Vivatech. D'accord? Et ces challenges, bien évidemment, ils sont issus de tous les enjeux que vous avez remontés des opérationnels ou des business units que vous avez structurés avec l'aide de Vianeo, par exemple, ou d'autres, ou si vous êtes organisé vous-même, et que vous allez poster sur la plateforme. Généralement, il y a énormément de startups qui répondent. L'avantage de la plateforme Vivatech, c'est qu'elle est internationale et que donc vous avez des startups françaises et internationales qui répondent. Et là commence le vrai marathon. Parce que vous devez sélectionner les startups qui répondent le mieux à votre challenge et vous devez les accompagner en amont de Vivatech pour que le jour de Vivatech, elles présentent quelque chose qui vous serve, qui montre qu'il y a un projet en collaboration avec votre entreprise, qu'elles montrent comment, en fait, elles vont vous accompagner et puis qu'elles se présentent elles-mêmes, bien évidemment. Donc, ça, c'est l'amont. Et ensuite, évidemment, Vivatech, c'est aussi un outil de communication, bien sûr, parce que vous allez y inviter tout votre écosystème. Et puis, il y a des écosystèmes que vous ne connaissez pas qui sont présents. Et donc, sur votre laboratoire, vous avez des startups présentes, vous avez vos propres démonstrateurs de vos innovations en interne et bien évidemment, vous avez aussi un programme de conférences auquel vous faites participer le plus de gens possible. Donc, c'est un vecteur de visibilité, de communication, de concrétisation et d'exposition de ce que vous avez été capable de faire tout au long de l'année. Mais donc, ça veut dire que ça demande énormément de travail en amont. Mais pour vous, c'est un levier extraordinaire en interne pour objectiver et concrétiser l'innovation parce que vous avez un objectif et vous dites à vos opérationnels, OK, 15, 16 et 17 juin, on est à Vivatech. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qui on va chercher? Quelle start-up pour faire quoi? Maintenant, quand je suis visiteur, c'est un tout petit peu différent, mais on y retrouve quand même des choses. Parce que Vivatech, c'est l'occasion, effectivement, on y va pour plusieurs raisons possibles, parce que bon, c'est un lieu de prospection et de veille absolument incroyable, évidemment, d'acculturation et aussi de détection d'opportunités, mais de menaces également. Donc, quand vous voulez faire ça, vous devez réfléchir en amont effectivement au pourquoi. Et le pourquoi, il est en lien évidemment avec votre propre feuille de route. C'est-à-dire aujourd'hui, où vous en êtes des innovations dans votre métier? Qu'est-ce que vous avez entendu en matière de potentielles innovations? Je vous donne un exemple, la plateformisation des activités qui va tout à fait dans la vague d'après de la dernière qu'a évoqué Séverine tout à l'heure. Et qui est qu'aujourd'hui, en fait, avec les données, il y a une phase de décantation qui va vers comment on plateformise, y compris les secteurs industriels. Et je parle en connaissance de cause, puisque je travaille sur un sujet dans le nucléaire, sur comment on va plateformiser un certain nombre de choses pour la mise en œuvre des nouveaux mini-réacteurs. Juste un exemple. Donc, vous devez en amont réfléchir à ce que vous venez y chercher par rapport à votre métier tel qu'il existe. Premièrement, par rapport à vos projets d'innovation qui sont en cours, est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce qu'il vous manque une technologie? Est-ce qu'il vous manque un partenariat stratégique? Donc, vous vous êtes posé ces questions-là. Et puis, vous pouvez très bien avoir une problématique que vous avez détectée pour laquelle le partenaire, parce que vous n'avez pas le temps, ne peut être qu'une start-up. Et pour ça, vous devez, pour chacun de ces outils, que vous fassiez de la prospection, de la veille, de la détection d'opportunités, que vous fassiez
l'exécution de votre feuille de route en matière de projet pour essayer de la leverager et de l'accélérer, ou que vous ayez donc des projets sur lesquels vous avez besoin d'accélérer avec des startups, vous devez avoir préparé une sorte de canevas. Donc, il y a plusieurs choses pour ça. Il y a, concernant la prospection, l'inspiration et comment je m'enrichis et je me nourris, je vous engage fortement à aller consulter le programme de Vivatech avec toutes les conférences et tous les exposants, parce que vous avez des conférences sur les main stages et les différentes stages, mais vous avez aussi des conférences hyper intéressantes sur les labs des exposants. Donc, vos concurrents, vos clients, il faut par rapport à ce que sont vos enjeux d'innovation, il faut être capable de se dire, OK, j'ai besoin d'aller voir ça. Parce qu'il y a en moyenne plus de 30 ou 50 conférences par jour, donc vous allez vous y perdre. Donc, il faut vraiment que vous essayiez d'être focus au moins sur la deuxième journée. Si la première journée, c'est une journée où vous humez un petit peu et vous essayez de commencer à prendre vos repères dans Vivatech. Quand vous avez des projets, que ce soit d'aller détecter une start-up ou de chercher à accélérer un projet, de la même manière, vous devez avoir un canevas. Donc, pour la start-up, c'est OK, je dois être en mesure, en 5 minutes, de lui présenter de quoi il s'agit. Quel est mon enjeu, quel est mon projet et pourquoi je vais avoir besoin d'aide. Et ensuite, il faut que vous lui posiez quelques questions clés et vous verrez, je pense que Séverine a préparé quelque chose là-dessus. Vous aurez le canevas pour pouvoir aller poser les bonnes questions. Fondamental. J'ai Le canevas du… Pardon de te couper, mais on aime bien chez Vianeo employer vraiment l'image du détective. Et en fait, de tout ce que tu dis, il y a une forme vraiment de posture de détective. Mais le détective sait quelles questions il va poser. Il ne connaît pas les réponses, mais il sait vraiment quelles Exactement. poser. Peut-être un petit… moi, j'ai un sujet sur le fait qu'il y a plus de 2000 startups, ce qui est énorme. Et pour l'avoir fait ces dernières années, à un moment donné, on a un peu le tournis et on se dit, mais voilà, si on n'a pas choisi lesquels on voulait voir, on n'y arrivera pas. Comment et combien de startups on sélectionne à voir dans une journée, ou comment on trouve les bonnes, en fait. Voilà, est-ce que tu as des tips là-dessus? Encore une fois, donc, vous revenez toujours à votre feuille de route innovation. Et donc, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur pour l'instant? On parle bien des startups là, hein, parce que tout à l'heure, je vous parlais d'exploration. Tout ce qui est exploration, veille stratégique et veille tendance, c'est ce qui va vous permettre de potentialiser la feuille de route du futur. D'accord? Et on y reviendra plus tard. Pour les startups, en fonction du nombre de personnes que vous êtes, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer quand même de passer un peu de temps avec elles. Et il est raisonnable de se dire, en gros, entre 10 et 15 startups dans une journée. Parce que sinon, vous allez vous mélanger les crayons. Donc, pour ça, il faut le préparer en amont. Donc, je reviens à la question que vous vous posez, c'est aujourd'hui, j'ai en tête les tendances, je sais où j'en suis de ma feuille de route stratégique, mais là, j'ai besoin pour une business unit ou pour un métier potentiel futur de trouver un partenaire, une technologie que je n'ai pas, parce que je vais essayer de comprendre quel va être son impact sur mon propre business. Ouais. Et là, vous allez me dire, OK, d'accord, j'ai ça, j'ai mon canevas, mais je vais où? Ben là, c'est pareil. Il faut que vous alliez vous diriger vers les labs qui vont correspondre à une problématique, à votre problématique, soit à votre problématique client, soit à votre problématique concurrent, c'est-à-dire comment vos concurrents ont abordé. Et là, parce que normalement, si ça n'a pas changé, sur chaque lab, vous avez un minimum de 32 startups, si ça n'a pas changé. En tout cas, en 2019, c'était encore le cas. Sachant que vous devez avoir, ne serait-ce que dans les grands groupes, je ne sais plus, il y a une vingtaine de labs, minimum. Donc, vous voyez, vous faites la multiplication et on ne compte pas les startups qui sont présentes à la région, sur les autres pays, etc. Donc, vous devez en amont savoir ce que vous venez chercher et pour quelles raisons. Donc, ça, c'est un travail que vous êtes seul à pouvoir faire au regard de votre feuille de route stratégique et au regard des échanges que vous avez eus avec vos opérationnels sur le besoin. Quand vous avez caractérisé ce besoin, en fait, le plus simple, c'est de commencer par ce qui va être le plus évident, c'est-à-dire les labs sur lesquels vous allez potentiellement trouver un concurrent, un partenaire ou un client. Et là, vous allez être en mesure de trouver une startup qui forcément va avoir quelque chose à voir avec vous.
Et puis, donc, vous voyez, c'est le principe de l'entonnoir, Vivatech. Je Mm. viens avec ma problématique, je regarde en amont sur le programme parce que normalement, il y a le nom des startups et ce qu'elles font, vous l'avez sur la plateforme puisque vous avez dû tous télécharger votre badge et normalement vous inscrire sur la plateforme Vivatech. En toute logique, si j'ai bonne mémoire, sur la plateforme Vivatech, vous avez les startups. Donc, commencez un petit peu à aller regarder ce qu'elles font. Vous savez, généralement, vous êtes tous des experts, donc vous savez en gros ce que vous venez y chercher en matière de métier et en matière de tech, en matière de techno. Donc, commencez par ça et allez un petit peu commencer, comme on dit en anglais, à dive down et chercher. Et quand vous arrivez sur Vivatech, soit vous avez déjà des startups sur lesquelles vous pouvez aller tout de suite et elles vont vous permettre de dérouler le fil, soit vous allez vraiment sur les métiers qui sont les vôtres, donc chez vos concurrents, chez des partenaires potentiels ou chez des clients, voir comment ils ont abordé peut-être déjà la problématique à laquelle vous êtes confrontés. Ensuite, vous pouvez aller aussi sur des exemples de grands groupes qui sont ce qu'on appelle les front-runners. Donc, les front-runners, ce sont ceux qui ont décodé déjà ces grandes tendances un peu par obligation parce qu'ils sont dans des métiers très digitaux. Je pense évidemment à Google, je pense surtout à Microsoft, à des gens comme ça. Allez sur des labs de gens qui sont tech, vraiment, dont c'est le métier de base et qui généralement vont chercher des startups pour leurs clients et pour leurs verticaux métiers. Donc, je vous engage, si vous ne savez pas par où commencer, à aller vers eux. Parce que eux, les mainstream, ils les ont en termes de tendance. Et donc, ils vont avoir un panel de startups qui sera intéressant pour vous. Donc, voilà par quoi vous devez commencer le premier jour, en vous disant que si vous avez engagé le dialogue avec une quinzaine de startups, c'est déjà beaucoup. Et je reviens à ce que je disais, à la fin de la journée, posez-vous avec l'équipe, la team avec laquelle vous allez sur Vivatech, ou si vous êtes tout seul, vous vous posez avec vous-même pour vous dire, OK, qu'est-ce que je retiens de cette journée? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Qu'est-ce qui impacte le business chez moi? Quelle start-up je vais garder en réserve de la République? Parce que oui, avec celle-là, j'ai échangé une carte. Et puis tout de suite, voire même si vous avez trouvé la pépite, tout de suite, vous engagez le dialogue et vous dites, est-ce qu'on peut se revoir demain? Est-ce que, etc. D'accord? Alors justement, le sujet du dialogue, malheureusement, le temps file Oui, oui, oui. et on pourrait encore, plein de choses sur le pendant, mais j'ai envie de passer à l'après, mais surtout à l'après de manière très concrète. Oui. Est-ce que tu aurais des exemples, un ou deux exemples Oui, tout à fait. d'histoires qui qui ont commencé à se tricoter à Vivatech et voilà, intéressant de… Absolument. Donc, dans l'après, quand même, je précise, il y a deux choses. Il y a comment ce que vous avez trouvé en matière de partenariat, et je précise bien, il y a start-up et il y a partenariat. Je vous engage à ne rien laisser de côté parce que parfois des partenariats stratégiques se concrétisent en projets pour vous qu'il faut ensuite mener à leur terme et qui peuvent être essentiels dans les business futurs. Partenariat, start-up. Je vous donne un exemple où là, vraiment, vous allez voir qu'à la fois l'inspiration et la concrétisation par un système de management de l'innovation structuré nous a permis de faire un super deal. Une start-up qui s'appelle Aclio, qui était un peu en amont. On n'avait pas encore, on commençait à voir arriver, vous savez, tout l'impact de l'IoT avec les capteurs qui permettent d'upgrader un certain nombre de processus industriels, on va dire, des chaînes de production, mais aussi des GTB ou des GTC dans les bâtiments. Et puis, on avait un certain nombre de langages sur ces capteurs qui étaient plutôt qui utilisaient des réseaux bas débit. Et Aclio avait la capacité d'augmenter, en fait, c'est le cas de le dire, la capacité de la fibre optique en transformant, en encryptant et en compressant les données venues des capteurs de manière à ce que les paquets qui passent par la fibre soient compressés plus petits et ensuite avec une clé de décompression, on reçoit sur sa plateforme cloud les données et bien évidemment en continu en temps réel au lieu de les recevoir en paquet. Et on n'avait pas identifié, nous, en fait, autant on avait identifié la problématique de l'IoT et du fait que pour nous, c'était énorme parce que ça nous permettait d'aller vers nos clients industriels pour pouvoir
upgrader des automates dans des robots ou dans des chaînes de production sans les changer et pouvoir les monitorer, détecter des incidents en prenant ensuite les données et en les faisant tourner dans des logiciels spécifiques. On n'avait pas anticipé que, effectivement, tout ce qui arrivait des capteurs passait par des réseaux bas débit, donc sous une certaine forme de données, qu'il fallait ensuite récupérer toute cette donnée avant qu'elle arrive chez nous. Et donc, on a découvert sur Vivatech cette start-up qui est passée par notre process innovation. Donc là, effectivement, tout de suite, comme moi, je faisais venir toujours énormément d'opérationnels sur Vivatech, puisque pour eux, c'était un lieu de formation, d'acculturation, d'inspiration et de motivation. Et on a tout de suite engagé la discussion. Et tout de suite après, on est passé dans notre workflow innovation et on a investi en fait dans cette startup et on a monté une offre ensemble. Autre exemple, Centrio. La première année que nous étions sur Vivatech, c'était un peu risqué. Donc, les labs coûtaient cher. On a pris un lab à 2 avec Cisco. Et Cisco, voilà, partenariat stratégique, encore une fois, sur Vivatech. Une des startups sur lesquelles on a bossé avec eux, qui nous a été amenée en commun sur un challenge commun de Vivatech, Cisco Vinci Énergie. C'est une startup très connue, vous devez la connaître, qui s'appelle Centrio et qui donc, elle, permet aujourd'hui dans le monde industriel de détecter toutes les potentielles intrusions sur les objets IoT qu'on a mis dans les process industriels. Parce que ce que je vous viens de vous expliquer avant, c'est beau. Simplement, il faut penser à la suite de la feuille de route stratégique qui est que vous mettez des capteurs IoT partout sur des chaînes de production. C'est autant de portes ouvertes pour des cyberattaques. Et donc, Centrio a développé une technologie qu'on a pu expérimenter. Donc là, ce que vous voyez, c'est que le partenaire stratégique, il nous a amené. Donc, je vous parlais tout à l'heure des gens comme Cisco, Microsoft, etc. Il nous a amené la techno et nous, concrètement, on l'a mise en mouvement, on l'a industrialisée. On a réalisé un démonstrateur opérationnel avec eux. Donc, on n'a pas investi dans la start-up parce que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de nous pour ça et c'était mieux. Donc, ils ont fait une série C maintenant. Ils se sont revendus d'ailleurs à Cisco. Mais en tout état de cause, on a bâti une offre ensemble qu'on a vendue à des industriels. Donc, voilà 2 exemples qui vous démontrent qu'à partir du moment où vous savez pourquoi vous y allez, avec quels enjeux business vous voulez répondre, vous pouvez très facilement concrétiser. Je terminerai par vous dire que dans l'après-Vivatech, il y a aussi quelque chose de très important, c'est de débriefer. Et je sais que c'est du boulot, mais faire une petite présentation PowerPoint sur les tendances majeures que vous avez observées et comment elles peuvent impacter votre business, les pépites que vous avez détectées dans votre secteur, mais aussi dans d'autres. Parce que bien souvent, la disruption, elle vient d'autres secteurs. Vous présentez ça à un CODI ou à un COMEX, et je peux vous assurer que l'année d'après, vous êtes exposant à Vivatech ou qu'en tout cas, vous allez avoir beaucoup plus de projets innovation qui vont vous remonter. Donc, avant, pendant, après, ça nécessite du boulot, des bonnes baskets, de l'eau, du jus de cerveau, mais c'est formidable. Super. Écoute, c'est passionnant et puis je pense qu'on ressent aussi toute l'énergie que tu as mis et que tu as aussi puisé dans ces événements où tu étais au cœur pendant ces 4 jours. Merci beaucoup, Lydia. Vraiment, avec plaisir. une mine d'or pour bien se préparer et s'assurer qu'on n'y va pas juste en touriste en sortant avec le tournis. C'est ça. C'est ça le risque en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on a quelques questions, mais tu pourras les regarder, Lydia, et puis répondre après. Je vais laisser la parole maintenant à Pascaline. Le temps est court. Voilà, pour faire le lien en fait entre ce qu'on vient de, si tu mets en plein écran, faire le lien entre tout cet enjeu et finalement comment Vianeo peut vous aider à rendre très opérationnel à la fois le moment dans Vivatech et puis ensuite l'après pour transformer vraiment cette inspiration et ces projets qui auront émergé en véritables projets à valeur ajoutée.
Et c'est intéressant parce que je vais commencer par faire le lien avec ce que disait Lydia et ça peut être contre-intuitif, mais nous, on recommande effectivement de bien partir des problèmes en fait, hein, de bien connaître les enjeux de son entreprise, de bien connaître les problèmes à résoudre des opérationnels. En fait, on pense souvent à rentrer par la techno, mais la techno, finalement, c'est juste des opportunités, des potentialités qu'il faut relier à des besoins. Donc, ayez toujours en tête bien les problèmes à résoudre. On parlait d'un canevas et effectivement, nous, on a développé un canevas très simple qui peut vous servir de guide quand vous allez rencontrer des startups, mais aussi des potentiels partenaires, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les startups, il y a aussi des industriels, hein, des exposants qui sont autres que des startups, avec 5 questions clés. Donc, comme le disait Séverine, on est vraiment, quand on est sur Vivatech, hein, dans la posture de détective, on vient s'inspirer, on vient trouver des solutions technologiques à des problèmes. Donc, il faut vraiment, je dirais, partir de là pour réfléchir et appréhender les différents contacts qu'on a. Les 5 questions sont les suivantes. La première, c'est de repartir du problème à résoudre. Là, c'est pareil, hein, c'est quoi le problème essentiel résolu par le projet, par la startup? Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça peut permettre de connecter avec ses propres problèmes. Et des fois, et je trouve que c'est intéressant ce que présentait Lydia tout à l'heure, ça peut aussi faire émerger des problèmes qu'on n'a pas vus. Donc, le problème que tu évoquais de la circulation de l'information dans du bas débit, en fait, si vous n'aviez pas rencontré cette startup, vous seriez passé à côté. Donc, on peut aussi apporter de la valeur, hein, en identifiant des nouveaux problèmes qu'on n'a pas vu venir. Donc, le problème qui est résolu. Pour qui rencontre ces problèmes, hein? C'est quoi les utilisateurs, les clients potentiels? Quelle est la solution innovante proposée? Donc là, effectivement, on va rentrer dans le vif de la techno et c'est vrai que quand on a un problème qui cadre avec ce que propose une startup, bah, c'est intéressant de bien comprendre ce que propose la startup. Quelle est la différenciation? En quoi c'est unique? En quoi c'est nouveau? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce moteur? Et pour finir, quelle est la proposition de valeur du projet ou de la startup, la valeur ajoutée apportée qui fait que cette différenciation, elle a un intérêt par rapport aux problèmes que ça résout. Donc, voilà un petit guide pour questionner et rencontrer les startups qui peut aussi vous permettre après d'aller discuter en interne, de faire votre restitution et de ressortir de là avec des choses concrètes, hein, une trace que vous pourrez présenter et valoriser dans vos projets. Donc là, c'est ce qui se passe sur Vivatech, mais comme on l'a dit depuis le début, le nerf de la guerre, ce n'est pas Vivatech, c'est ce qu'on fait après. C'est-à-dire, c'est nourrir sa zone d'exploration, comme le présentait Séverine, c'est nourrir sa feuille de route innovation, c'est nourrir la feuille de route innovation qu'on avait déjà construite en lui permettant de se concrétiser et préparer la feuille de route de l'année suivante, en fait, hein. Donc, il y a les deux dimensions avec des projets, que ce soit des projets de start-up, des projets d'intrapreneuriat ou des projets de partenariat stratégique, comme on l'a vu, qu'on va faire rentrer dans un funnel d'innovation, comme vous pouvez le voir, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Et à ce titre-là, Vianeo propose véritablement une méthode qui permet de piloter, de gérer une innovation dans ce process de funnel pour passer rapidement, hein, et c'est en ce sens-là qu'on se décrit comme une méthode de prototypage rapide de business, de passer rapidement d'une idée à un premier draft à minimum, hein, de business model pour se dire qu'est-ce que cette idée a dans le ventre, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que ça peut effectivement alimenter ma feuille de route. Et là, j'ai envie de dire, Vivatech peut aider à plein de niveaux. Alors, comment elle fonctionne, cette méthode, hein? C'est une méthode qui s'ancre dans la recherche académique, hein, puisque là, vous voyez à gauche, elle s'appuie sur une méthode qui a fait l'objet d'un livre, hein, qui s'appelle ISMA 360 et qui vient du monde académique, qui a été développé par un chercheur. Vianeo, ça existe depuis 15 ans et notre méthode, on l'a éprouvée sur plusieurs milliers de projets. Donc, on est en capacité de dire aujourd'hui, ça marche et ça marche à tous les coups. Comment ça fonctionne? Eh bien, on a dans cette méthode, c'est une méthode basée sur des questionnements. Il y a 19 questions clés qu'il faut se poser pour
construire son projet et le valider, et des liens entre les questions. C'est une systémique avec 5 étapes, 6 étapes et 5 preuves de valeur. Donc, la première étape, c'est la description de l'idée pour s'assurer de la légitimité du projet. Et là, je dirais qu'on peut, dans l'identification d'idées, s'appuyer sur Vivatech, hein, quand on identifie effectivement des nouvelles problématiques à résoudre. Ensuite, on a une étape de définition du marché ou du périmètre. Quel marché va être intéressé, dans quel marché je vais pouvoir me déployer. 2 étapes où on analyse véritablement l'environnement. Une étape où on se concentre sur les usages pour s'assurer qu'il y a une désirabilité pour quelque chose qu'on pourrait proposer sur ce marché. Est-ce qu'il y a bien des attentes insatisfaites, hein, sur lesquelles on va pouvoir plugger une solution. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est souvent une étape qui peut être une étape de go-no-go, hein, si on n'arrive pas à identifier des drivers suffisamment forts au niveau du marché. Et une étape d'analyse de l'écosystème pour identifier l'acceptabilité. Bien sûr, là aussi, hein, Vivatech peut nourrir notre réflexion au travers de tous les contacts qu'on peut avoir. Ensuite, une fois qu'on a bien compris le marché, c'est là que se pose la question d'y plugger une solution, une innovation. C'est l'étape de l'offre pour valider la faisabilité. Est-ce que je suis bien en capacité de proposer une solution pour répondre aux besoins du marché plus performante que l'existant? Est-ce que je suis bien en capacité de l'exécuter? Et c'est là que Vivatech aussi est une source énorme d'intérêt, puisque c'est là qu'on va pouvoir se trouver des solutions techniques, hein. Lydia le disait tout à l'heure, quand on identifie soit qu'on n'est pas en capacité d'exécuter une solution technique, parce qu'on n'a pas les compétences ou parce que ça va plus vite d'aller la chercher ailleurs, soit qu'il y a des innovations qui peuvent apporter une grande valeur dans ce domaine-là au travers des startups, on l'a vu encore, des partenariats. Donc là aussi, on peut s'appuyer sur le travail qu'on a fait et les startups qu'on a rencontrées. Et pour finir, la définition du business model. À partir de tout ça, est-ce que je suis en capacité de me lancer sur le marché avec un business model viable et pérenne pour créer de la valeur, tant pour mon organisation que pour l'entreprise. Donc ça, c'est la méthode qu'on propose qui peut servir, je dirais, en amont à définir sa feuille de route ou en aval après Vivatech pour la feuille de route de l'année suivante. Et puis, pour concrétiser, hein, l'idée, c'est vraiment d'être en capacité de concrétiser des projets. Une fois qu'on a été sur Vivatech, qu'on ressort avec toutes ces fiches, toutes ces idées, c'est comment j'avance concrètement pour être capable de sortir des projets qui marchent. C'est ça le nerf de la guerre. On ne vient pas juste pour avoir des idées. Derrière, il faut être capable de les transformer. Alors, ce qu'on fait chez Vianeo, c'est que cette méthode que je vous présente, on l'a digitalisée pour la rendre facilement opérationnelle au travers d'une plateforme, hein, une plateforme SaaS qui permet de la mettre en œuvre, qui fonctionne comme une base de données, qui est un outil collaboratif, donc on peut travailler à plusieurs, on peut partager. Ça sert de base de données unique sur le projet. Et c'est intéressant parce qu'on peut la mettre à jour de façon itérative. Donc ça, je dirais, c'est l'outil qui permet de mettre en œuvre son projet. Et le grand intérêt, c'est qu'à partir de tout ce travail, on va obtenir des tableaux de bord, des livrables qui vont permettre de prendre les bonnes décisions sur le projet. Donc effectivement, à partir de l'analyse et de la modélisation du projet avec la méthode, vous allez avoir des tableaux de bord d'aide à la décision sur votre projet, sur les différents sujets clés qui vont vous permettre d'avancer dans la marelle, hein, que vous avez vu qui représente notre méthode, et d'arriver vraiment d'être en capacité de construire un business model viable sur le projet. L'autre intérêt aussi, c'est que tous ces tableaux de bord, ça va vous servir à présenter, partager le projet. On sait qu'aujourd'hui, hein, c'est aussi super important quand on a des projets d'embarquer les gens, de les aider à bien comprendre ce qu'on fait, surtout quand c'est très innovant, quand c'est en rupture, c'est d'autant plus difficile, hein, de faire comprendre ce qu'on propose et de faire adhérer. Il faut trouver des sponsors, il faut trouver des prospects, il faut trouver des partenaires. Et tout ce travail en fait, de mise en forme au travers de tableaux de bord qui sont simples à comprendre est fondamental pour embarquer du monde. Donc ça, c'est au niveau du projet.
mais Vianeo a aussi une valeur ajoutée au niveau de la gestion du portefeuille projet. C'est-à-dire que vous avez des projets à gérer, mais si vous gérez aussi plusieurs projets en utilisant la plateforme, vous allez pouvoir utiliser l'outil pour piloter votre portefeuille de projet. Ce qui est aussi important, puisque dans un portefeuille, il faut savoir aussi à un moment donné les projets qu'il faut pousser, accélérer, ceux au contraire qu'il faut mettre en stand-by, voire abandonner. Et l'outil Vianeo permet de piloter et de pouvoir comparer des projets les uns avec les autres et aussi de faire du reporting sur ces projets. Donc, la plateforme a aussi une valeur en matière de pilotage et de gestion d'un portefeuille de projets innovants. Donc, je dirais Vianeo, c'est trois bénéfices. Ça permet d'améliorer la qualité de son pipe de projet, d'amener plus de projets vers le succès et puis d'abandonner ceux qui sont des rats morts, comme on pourrait dire, qui n'aboutiront pas ou qui n'ont pas de potentiel. C'est un moyen aussi d'embarquer l'organisation, d'embarquer les parties prenantes, que ce soit en interne, mais également en externe dans les projets. Et puis, globalement, d'améliorer l'efficience du process d'innovation en l'industrialisant, en le digitalisant et en gagnant du temps. Voilà, j'ai essayé de faire très, très rapide. Séverine, je te repasse la main. Oui, merci beaucoup. C'est effectivement rapide, mais le but, c'est aussi de vous donner quelques éléments. Et si intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera présent à Vivatech sur le stand L20. On va vous renvoyer le replay avec un lien où vous pourrez prendre rendez-vous avec l'un de nous sur Vivatech. Ça peut être un bon moyen d'être sûr de se rencontrer. Élise aussi, effectivement, vous donne ses coordonnées. Voilà, vaste sujet que cet enjeu d'inspiration et surtout de ne pas passer à côté de ce qui va faire notre activité future et quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, parce que même nous, Vianeo, si nous ne sommes pas une grande entreprise, nous réfléchissons à ces sujets et nous portons nos propres innovations en interne. Voilà, merci beaucoup Lydia, si tu veux. Je voulais juste apporter un commentaire supplémentaire. Là, il y a deux commentaires qui ont été apportés, une question posée. Sur le commentaire de Denis Thévenin, on est allé un peu vite, donc je n'ai pas pu tout dire, mais bien évidemment, vous avez absolument raison. Son commentaire, c'est de dire, mais il ne faudrait pas oublier les startups industrielles dont BPI, Vivatech ne parlent jamais et semblent totalement ignorer. Quel dommage pour maintenir l'emploi et le potentiel industriel. Alors, je vais vous répondre et je vais vous répondre à double titre. Le premier, c'est que quand je parlais, j'ai voulu faire assez rapide sur les grands groupes. Quand vous allez sourcer les startups, vous pouvez les sourcer évidemment via la plateforme de Vivatech quand vous démarrez. Mais nous, on sourçait nos propres startups et on source des startups en France et dans l'écosystème. On travaillait avec le CEA, l'INERIA, l'INP à Grenoble, etc. Donc, bien évidemment que les startups industrielles qui font le tissu industriel français ou même international, on est allé les chercher, puisqu'en fait, vous avez, dans le deal, sur votre lab, dans les 32 startups de mémoire, je crois qu'on peut faire moite-moite entre des startups que vous apportez vous et des startups qui sont apportées par la plateforme Vivatech. Il faut bien savoir que des fois, avec la spécificité du métier, il faut que vous alliez les chercher vous-même. D'où la nécessité, nous, c'est ce qu'on faisait. On faisait des hackathons, on avait d'autres événements, et puis on allait sourcer à Slush, au Web Summit ou ailleurs, bien évidemment. Donc ça, je voulais répondre à ça. Et le deuxième élément, puisque vous parliez de la BPI, je suis senior advisor pour BPI. Et je peux vous dire qu'ils investissent énormément sur les potentiels pépites du tissu industriel français. Ça m'amène dans toute la France d'aller les accompagner. Et donc, ils font quand même un peu de travail là-dessus, même s'ils ne communiquent pas. Mais vous avez parfaitement raison. Et je pense que c'est un enjeu essentiel. Mais je crois qu'il est couvert. Peut-être qu'on n'en parle pas assez sur Vivatech, je suis d'accord, mais il est couvert en tout cas. Et la deuxième question, donc c'était en dehors de la rencontre grand groupe startup, par quoi sont intéressés les exposants? Nouvelles technologies, tester des innovations, identifier de nouvelles approches ou méthodologies de gestion de projet. J'ai envie de dire, vous voyez, Vianeo est là, ça peut être pour certains grands groupes effectivement l'occasion de tester des nouvelles méthodes. La réponse, elle est oui, recherche de nouvelles technologies, tester des innovations. La plupart du temps, quand on est un groupe industriel et qu'on vient sur Vivatech, on vient montrer des choses sur lesquelles on a
commencé à travailler et donc sur lesquels, comme le disait tout à l'heure Pascaline, on est parti du problème à résoudre. Donc, en amont, généralement, on a une problématique client, ce qui fait qu'on teste de façon plus large l'innovation, mais généralement, on a travaillé sur un projet avec un client et des opérationnels. Lorsque l'on est en mode R&D et qu'on est en capacité de sortir quelque chose soi-même, dont on pense qu'il répond à une question et il faut espérer que vraiment, là aussi, on est parti du besoin client. C'est une opportunité de tester effectivement, bien sûr, bien sûr. Et puis enfin, vous disiez en dernier, trouver des nouvelles méthodologies, mais bien évidemment, d'abord parce qu'il y a des spécialistes qui sont présents, Vianeo en est un, mais parce que aussi, vous pouvez aller discuter avec les grands groupes et puis poser la question leur poser des questions sur eux, comment ils innovent, quelles sont leurs méthodes, pourquoi ils sont présents à Vivatech. C'est ça aussi, hein, Vivatech, hein, c'est aussi avoir l'opportunité de présenter, de discuter avec des gens qui ont choisi un certain type de méthode. Voilà. Ce qui est clair, et merci d'avoir répondu, parce que j'allais oublier, on va donner un pourcentage de collaboration grand groupe et start-up innovantes, ça je ne sais pas si on sait répondre, mais peut-être que ChatGPT saura mieux répondre que nous. Si je me permets. Juste, je voulais vraiment insister sur le fait que, nous, on est au cœur de l'écosystème d'innovation et depuis 15 ans, on y roule nos guêtres. Mais sincèrement, cet événement est assez exceptionnel en termes de densité et d'opportunités de rencontres dans cet écosystème. Et dans l'innovation en général. Et donc, vraiment, je vous encourage à y participer. Et puis, bien évidemment, venez nous y rencontrer. Nous serons bien préparés. Nous pourrons aussi vous donner quelques tips sur où aller pour être sûr de ne pas louper les innovations qui comptent. Je peux répondre, moi, à la question sur le pourcentage. Denis, c'est difficile de parler de pourcentage. Parce que c'est plus une question de valeur. Typiquement, quand une entreprise comme Centrio est rachetée par Cisco, vu ce qu'elle amène à Cisco, la question, ce n'est pas le pourcentage, puisque c'est une seule startup, mais la question, c'est la valeur qui a été créée en commun. Le pourcentage, il est faible, soyons clairs, parce que, encore une fois, ça dépend un grand groupe, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce pourcentage de collaboration, ça dépend par rapport à quoi on le situe. En matière d'innovation, juste moi, je vais vous donner quelques chiffres. On a sourcé chez Vinci Énergie, pendant que j'ai officié, environ 2800 startups. On en a fait passer dans notre système de management de l'innovation vraiment concrètement 200. On a collaboré avec 120 et on a investi dans 10. Ah oui, voilà. Mais ça, c'est ce que vous retrouvez finalement aussi dans les pourcentages des fonds d'investissement. Donc, mais si vous voulez, c'est difficile de parler de pourcentage. On peut parler de rapport, mais encore une fois, c'est une question plus de création de valeur que de pourcentage, parce que la question est très difficile autrement. Je ne sais pas la qualifier vraiment en tant que telle. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui compte, c'est la création de valeur. Oui. Donc, super. Dominique rajoute, la clé pour les grands groupes proposés sur leur lab des startups avec lesquelles ils ont réellement des liens, différences entre présenter du concret et faire de la com. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est une certitude. Moi, ça a été mon leitmotiv pendant les 4 ans. Sinon, en fait, ça veut dire qu'on acquiesce le fait que l'innovation, c'est de la communication, ce qui est complètement faux. Je me suis battue et je me bats encore pour que surtout ce ne soit pas cette assimilation-là qui est complètement fausse, bien évidemment. Et souvent, c'est le cas, hein, puisque n'oubliez pas que les startups qui sont sur votre lab, c'est des startups avec lesquelles vous avez, qui ont répondu à un challenge. Un challenge étant un problème à résoudre en matière d'innovation dans votre organisation. Donc, on est bien d'accord que le lien, ce n'est pas un lien de communication. Après, vous pouvez avoir du fun, évidemment. Nous, on avait un stand de réalité virtuelle, mais parce qu'on voulait montrer aussi qu'on intégrait dans notre réflexion
En 2017, on avait pas mal de choses en matière de réalité virtuelle. C'était encore le début. On montrait qu'on avait déjà compris qu'il fallait s'en préoccuper. Pour autant, la start-up qui était avec nous, on n'avait pas encore collaboré avec elle. On était allé la chercher au CES de Las Vegas, mais on voulait montrer à nos clients, à nos partenaires, qu'on faisait partie des frontrunners et que donc, en conséquence de quoi, on avait compris que potentiellement, ça aurait un impact sur notre business. Mais ça, c'est peu. Les vrais 32 startups qui ont un stand sur votre lab, c'est des startups qui ont répondu à vos challenges, normalement. Alors, il y a une autre question, on a envie d'y répondre. Si on a un petit peu de temps, on va y répondre parce qu'elle est absolument cruciale. Merci Claudia de la poser. Quand on parle de création de valeur, quels sont les indicateurs avec lesquels vous mesurez cette valeur? Donc, alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. Moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est le nombre d'offres et le pourcentage de chiffre d'affaires nouveaux générés avec cette collaboration-là. Je reprends Cisco Centrio pour avoir gardé des contacts avec Cisco et avec Centrio, bien évidemment. Je sais aujourd'hui quel est le chiffre d'affaires qui correspond à ce que Centrio a permis à Cisco de faire en matière de business. Je ne me permettrai sûrement pas de communiquer dessus, mais je crois que si vous voulez, il y a les KPIs qui permettent d'objectiver, de légitimer ce qu'on fait en matière d'innovation, le nombre de projets, le nombre de startups vues, le nombre de transformations en collaboration. Mais une transformation en collaboration, la grande difficulté, c'est de quantifier en termes de valeur, parce que la quantification en termes de valeur, c'est bien souvent le chiffre d'affaires. Quand on parle de relations grand groupe start-up, c'est de quantifier la partie chiffre d'affaires qui a été générée par cette start-up. Lorsque c'est très clairement identifié, c'est facile. Lorsque ça ne l'est pas, nous, on travaillait sur le nombre d'offres auxquelles la start-up a répondu et qu'on a gagné. Ça, c'est de la création de valeur. On a coutume de dire chez Vianeo, on a des petites phrases comme ça, et une de nos phrases fétiches, c'est « à l'origine était la commande ». Voilà. C'est ça la création de valeur, c'est qu'à un moment donné, cette valeur est partagée par un achat puisqu'on la voit dans l'offre. Donc, offre et chiffre d'affaires, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pu rester pour tout ce temps. Et puis surtout, on est vraiment à votre disposition pour échanger. Ça n'est qu'une mise en bouche sur tout ce qu'on peut faire sur des sujets d'innovation tellement vagues et tellement passionnants. Oui, absolument. Voilà. Et notre avenir et l'avenir de la planète en dépend grandement. Oui, absolument. Merci infiniment, Lydia, pour ce temps. C'était passionnant. C'était avec grand plaisir, vraiment. Et merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.